Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Le débat décisif pour la primaire socialiste à suivre ce soir sur Public Sénat. Les partisans de Martine Aubry se disent convaincus que la dynamique sur le terrain joue en leur faveur. Accord au Sénat il y a quelques instants sur la répartition des responsabilités. L'UMP présidera bien la commission des finances. L'UMP présentera Philippe Marini, invité du 19h tout à l'heure. Celui qui devrait être élu demain matin, président de la commission des affaires économiques, le socialiste Daniel Raoul. Dernier débat, donc avant le bureau de vote, les 6 candidats à la primaire socialiste se retrouvent ce soir sur le plateau de Public Sénat. Une confrontation annoncée comme décisive avec des surprises sur le plateau. Paul Bouffard. Dernier coup de pinceau, dernier réglage lumière et 11 caméras pour les 6 candidats en lice. Le dispositif de sécurité a été renforcé, accès interdit aux journalistes. Sur le plateau, le public sera fouillé et muni d'un bracelet électronique pour contrôler les identités. À 4 jours du scrutin, il faudra convaincre sur différents thèmes. Lionel Jospin, ancien Premier ministre, s'était ému discrètement de ne pas voir les questions internationales abordées dans les débats. Ce sera chose faite ce soir. On va parler un peu plus de politique étrangère, on va parler de protection sociale, la retraite, c'est un sujet très sensible, il y a eu cette réforme, etc. Il y a les annonces de M. Fillon sur les 67 ans. Bon, on reste un peu concentré, quoi. On veut être sûr que tout se passera bien, que ça sera à la hauteur de ce qu'on attend. Jean-Michel Baillet, président du Parti radical de gauche, interviendra en premier. Pour le final, le candidat aura le droit à une ultime question, la plus dure, la question surprise. Nouveauté, chacun pourra contrôler son allocution. Un petit écran affichera à la seconde près son temps de parole. Après tirage au sort, François Hollande se retrouvera aux côtés de Ségolène Royal pour un dernier débat qui promet des échanges musclés. Sur place, à la porte du studio, dans le 15e arrondissement de Paris, eh bien, nous retrouvons tout de suite Mickaël Zamès. La grande question, Mickaël, concerne Martine Aubry. Va-t-elle remonter son retard sur François Hollande? L'enjeu est tel d'ailleurs que la tension est perceptible d'ores et déjà? Oui, une tension qui monte, Michel, et c'est vrai que Martine Aubry est peut-être la personne qui a le plus à gagner ou à perdre. Ce soir, elle doit bien évidemment marquer sa différence avec François Hollande. Vous le savez, dans les sondages, François Hollande est en tête, suivi donc de Martine Aubry. Selon l'entourage de Martine Aubry, eh bien, elle en ferait une remontée perceptible sur le terrain, peut-être histoire de se donner aussi de bonnes intentions pour Martine Aubry. Mais ce soir, elle va vraiment marquer sa différence et jouer la carte de l'offensive. Et pour cela, elle aura des thèmes très précis sur lesquels elle compte s'appuyer, sur lesquels elle a déjà donné ses favoris, et notamment sur les retraites, sur l'éducation, sur la santé, des thèmes sur lesquels elle a déjà une position très tranchée, en rapport avec le projet du Parti socialiste. Martine Aubry doit donc jouer à l'offensive, alors que ces derniers temps, on parlait d'une rumeur selon laquelle il n'y aurait pas de deuxième tour pour ces primaires du Parti socialiste, si François Hollande arrivait largement en tête dimanche, si Martine Aubry était finalement distancée. Une rumeur qui a été démentie par l'entourage des 2 candidats. Évidemment, loin d'être exhaustif pour nous, nous parlerons également des 4 autres candidats. Nous ne les oublions pas. Ce soir, ils ont aussi leur carte à jouer, mais nous surveillerons peut-être d'un œil, d'une oreille un petit peu plus attentive, les positions des uns et des autres entre Martine Aubry et François Hollande, car c'est bien un duel auquel on va s'affronter ce soir. C'est l'heure du choix à quelques jours du premier tour de ces primaires de la gauche. Merci Mickaël. Donc, et puis on retrouvera Gilles Leclerc parmi les intervieweurs ce soir durant ce débat, avant et après. Notez-le, une émission spéciale présentée par Sonia Mabrouk et Arnaud Ardouin de LCPAN à partir de 20h sur cette antenne. Le PS espère bien sûr un afflux des électeurs dimanche, tout en redoutant d'être dépassé par la foule dans les bureaux de vote. De petits clips promotionnels sur le thème « N'attendez plus, choisissez » ont fait leur apparition sur le site de la primaire aujourd'hui. Pierre Arditi est le héros de l'un d'eux. Attention à la qualité de l'image Internet, pas du jeu du comédien. Je prends un pamplemousse ou alors un thé, puis c'est plus light le thé. Hein. Ou alors un bon verre d'eau bien. Un petit. Ouais, j'ai le lait sucré, mais j'aime pas tellement. Non. N'attendez plus.
Choisissez. Voilà, et sur le même thème, il y a un autre clip avec Yvan Le Bolloc. Le secrétaire national de l'UMP en charge de la communication se plaint auprès du CSA du déséquilibre du temps de parole entre le PS et l'UMP dans les médias. Franck Riester considère que le Parti socialiste viole en toute impunité le pluralisme à la radio et la télévision depuis plusieurs mois. Il estime même que l'UMP a eu droit à 2 fois moins de temps d'antenne. Notez néanmoins que François Fillon a qualifié tout à l'heure à Matignon la primaire de processus moderne qui convient à la droite comme à la gauche, mais en excluant ce cas de figure quand un président de la République se représente. Ça n'est donc pas pour 2012. Claude Guéant a porté plainte contre l'Express pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation. L'article fait état, vous le savez, d'une enquête policière sur le profil de la compagne de François Hollande. Cet article n'est pas démenti par l'hebdomadaire qui rappelle avoir vérifié son information à plusieurs sources policières. La commission des finances du Sénat sera bien présidée par un UMP. L'accord sur la nouvelle gouvernance a été trouvé et a été conclu tout à l'heure entre la majorité et l'opposition issue des urnes. Bérangère Dinglas. Comme il l'espérait tant, Philippe Marini devrait être élu demain à la présidence de la Commission des finances. L'accord global de gouvernance qui répartit les postes de responsabilité entre la majorité et l'opposition vient d'être signé par les deux partis. Les socialistes se plieront donc à l'accord global signé par Jean-Pierre Bel. M. Marini ne jouit pas, c'est un euphémisme, d'une excellente réputation au sein du groupe socialiste. Et donc il fallait un accord global qui concernait la gestion actuelle et future du Sénat pour que les socialistes acceptent de ne pas présenter François Marc à cette présidence de commission. En échange de son désistement, François Marc prendra donc la tête de la commission de contrôle des comptes du Sénat. Une négociation qui aura duré plus de 2 jours. Cet après-midi encore dans les couloirs, les tractations se poursuivaient entre Parti socialiste et UMP. Pour la droite, il n'était pas question de conditionner l'attribution de la commission des finances à l'UMP au nom de son candidat. Mais quand on confie à un groupe la responsabilité de désigner quelqu'un, c'est à ce groupe de le désigner. Donc Philippe Marini a réuni un consensus autour de lui, le consensus de l'UMP. Donc si c'est un groupe d'opposition qui a la présidence, c'est naturellement Philippe Marini qui doit l'avoir. Une situation qui s'était compliquée aujourd'hui puisqu'un autre candidat a choisi de rentrer dans le jeu. Le centriste Jean Arthuis, actuel président de la commission des finances, postule lui aussi. Mais Philippe Marini pourra compter demain sur l'abstention des élus socialistes pour s'asseoir dans ce fauteuil si convoité. Et l'enjeu budgétaire capital, il en sera question le mois prochain, bien sûr, au Sénat. Pour lutter contre le déficit, le gouvernement envisage désormais un doublement de la taxe soda, 2 centimes par canette, mais la référence à l'obésité est gommée, ce dont se réjouissent d'ailleurs les professionnels de l'agroalimentaire. 2 centimes, cela fait 120 millions d'euros en plus quand même pour l'État pour aider les agriculteurs. Invité du 19h, le sénateur socialiste du Maine-et-Loire, Daniel Raoul. Bonsoir. Bonsoir. Un accord global donc a été conclu entre la majorité et l'opposition au Sénat sur ce que l'on appelle la nouvelle gouvernance. Est-ce que vous êtes satisfait du compromis qui offre la présidence, on vient de le voir, de la Commission des finances à l'UMP? Je crois que dans cette maison, on a une habitude de prise de responsabilité, sont faits avec des élus locaux et qui savent jusqu'à où on peut aller, et en tous les cas en respectant la démocratie qui a donné une majorité, certes très courte, à la gauche. Je crois que ce qui a été dit d'une façon tout à fait remarquable, c'est de dire qu'il n'est pas question d'avoir des fausses manœuvres ou des débauchages concernant l'élection à la présidence de Jean-Pierre Bel. Ça a été le cas. Le contrat a été plus que rempli d'ailleurs, avec 2 voix de plus que ce qui était compté. Je crois que les responsables de l'UMP et du PS se sont rencontrés et ont trouvé un compromis de gouvernance pour que cette maison fonctionne, avec des gens, encore une fois, je vous dis, qui sont tous pratiquement des élus locaux et sachant les responsabilités qu'ils ont vis-à-vis de leurs grands électeurs, que ce soit de droite ou de gauche. Oui. Alors, il y a la personnalité de Philippe Marini, qui était notre invité d'ailleurs dès hier soir, qui fait frémir quand même au Parti socialiste. On a entendu François Rebsamen, qui préside votre groupe, dire « ça n'est pas mon candidat ». Est-ce que c'est le vôtre ? Non, pas du tout. Je pense que l'UMP aurait été sage de proposer un autre candidat que M. Marini
pour ce que je sais de quelques rumeurs qui traînent dans l'Oise. Donc il aurait peut-être mieux valu trouver un candidat absolument crédible pour nous. C'est-à-dire, vous reprochez sa gestion de la ville de Compiègne Non, mais je lis aussi la presse, j'écoute la radio, j'entends des choses. Je crois qu'il aurait fallu trouver quelqu'un d'irréprochable. J'avais entendu parler d'une république irréprochable dans la bouche d'un président de la République. Je crois qu'il ne faudrait pas semer le doute en mettant quelqu'un à la tête de la commission des finances, qui n'est pas neutre quand même, qui pourrait, je dirais, susciter quelques doutes. Alors, vous émettez des doutes, vous appuyez sur des rumeurs, Monsieur Raoul. Hein, vous ne vous attaquez pas au fait que Monsieur Marini est un libéral, mais parce qu'il y a des rumeurs. Non, mais attendez, il y a un accord de gouvernance. Donc, dans ce cadre-là, c'est bien l'UMP qui choisit son candidat. Je vous le dis carrément, j'aurais préféré un autre candidat. Nous respecterons cet accord de gouvernance. Ça a été passé, donc ok. Mais vous me demandez mon avis sur le candidat Marini, je vous le donne aussi. J'aurais préféré une autre personne. C'est à l'UMP de choisir. Il prend ses responsabilités. Et je crois que d'autres ont pris des responsabilités quand ils étaient ministres, etc. Et ils prenaient des distances. Voilà, bien votre distance, vous l'avez manifesté fortement concernant Philippe Marini, qui va avoir un rôle clé, évidemment, puisque le dernier grand débat véritable au Sénat avant la présidentielle, c'est la loi de finances, c'est le budget. Tout à fait. Or, votre volonté au groupe socialiste, et François Rebsamen vous a tenu un discours très offensif hier, il a dit s'opposer d'abord. C'est donc ça le programme jusqu'à la présidentielle? Non, s'opposer d'abord. S'opposer, bien sûr. On est en désaccord à la fois sur le fond de cette loi de finances, tout le monde le sait. Et donc cette inégalité fiscale, pour nous la priorité, si on revient aux affaires, comme on dit, c'est bien de faire une réforme fiscale plus juste et plus égalitaire en tous les cas. Quand vous prenez simplement un exemple comme une entreprise comme Total qui dégage je ne sais combien de milliards, en tous les cas avoués, en France, et qui ne paye aucun impôt sur les sociétés, alors que nos PME payent un taux de 30% sur l'impôt sur les sociétés, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Alors vous serez élu demain, hein, vous devriez être élu demain président de la Commission des affaires économiques, là où on évoque notamment les grandes stratégies. C'est intéressant parce que le thème de la réindustrialisation revient très fort dans la campagne présidentielle. La campagne présidentielle, celle des primaires, votre candidat? C'est François Hollande, clairement. Et en tous les cas, par rapport au thème que vous évoquez, les délocalisations ne sont pas une fatalité. Et je pense que si on s'occupait un peu plus du développement endogène de nos PME dans nos régions en leur donnant les moyens, moi je suis sur un schéma de banque régionale d'investissement, comme je l'ai vu dans l'état de Bade-Württemberg, autour de Stuttgart, vous trouvez toutes les grosses entreprises. Je vous parle de quelques PME type Mercedes, Bosch. Qui ont des accords qui sont très liés au tissu des PME autour qui sont liés et qui sont liés à l'université et qui sont liés aux banques mutuelles locales. Et vous fabriquez en fait une espèce de fondation où tout le monde travaille au développement local. Qu'est-ce que vous attendez de ce dernier débat, présenté comme le débat décisif, avant donc le vote des primaires, tout à l'heure? Mais vous vous doutez bien que je ne peux pas être très objectif. Mon candidat est François Hollande, c'est clair. Pour moi, mon choix a été fait de longue date. Oui. J'étais aussi très proche de Pierre Moscovici qui a rejoint François Hollande. Donc j'allais dire que c'est un canal historique pratiquement qui rejoint François Hollande. Oui, qu'il marque une fois de plus sa différence et qu'il conforte son avance. Est-ce que vous êtes de ceux, parmi les Hollandais, dit-on, qui disent si vraiment dimanche soir il y a une forte avance de François Hollande, il faudra peut-être éviter un second tour qui nous divise? Pourquoi voulez-vous qu'il nous divise? On a un socle commun. Après, il y a des différences d'approche et sans doute dans la mise en œuvre, sans doute dans le temps et avec des moyens peut-être différents et affectés. Mais sur le fond, nous avons un programme qui sert de socle et sur lequel aucun des candidats ne peut déroger. Très bien. Merci beaucoup, Daniel Raoul, d'avoir été avec nous ce soir. L'édition du 19h est un peu plus courte en raison de la préparation de cette émission spéciale. Donc, je vous invite à suivre sur notre antenne à partir de 20h, animée par Sonia Mabrouk avec Arnaud Ardouin de LCP Assemblée nationale. Bonsoir à tous.
Les 6 candidats à la primaire socialiste débattent pour la dernière fois. Analyse, décryptage, moment fort, les chaînes parlementaires vous proposent une émission spéciale pour retenir l'essentiel de ce rendez-vous. Ce soir à 20 h, en direct, sur les chaînes parlementaires. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je suggère que nous nous écoutions. Calme, de l'innocence, soyez calme. Mais c'est une aberration. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Mon nom est Jacques Ralit. J'habite à Aubervilliers, dans une cité. Et je m'y trouve bien. Je me souviens quand je suis arrivé, j'avais 3 choses dans ma musette et que je n'ai pas abandonné pour nourrir mes interventions ou les combats auxquels j'ai participé avec mes collègues. La première, c'est que j'étais maire d'Aubervilliers et que c'est une ville qui ne vous laisse pas indifférent. Elle vous marque pour toujours. C'est une ville populaire, rude, mais tendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, bon, j'avais été ministre. C'est une expérience. La santé, le travail, mais je pense surtout à la santé. On pénètre dans des milieux qu'on ne connaît pas. Résultat, après, on les combat mieux. Et puis la troisième chose, il y a un appel qui avait été signé par 174 intellectuels et artistes pour que je sois sénateur. Le Sénat, c'est aussi une assemblée intéressante parce que je trouve qu'on a plus le temps de travailler. Et précisément, quand j'étais ministre, je me suis aperçu qu'on allait plus en profondeur. Oui, la greffe parle, dans la rue devenue nouvel espace public. La greffe parle comme une insurrection mentale d'humanité. La greffe parle et récuse les solutions régressives, libérales et étatistes. La greffe parle, elle est le peuple dans sa dignité, sa diversité, sa responsabilité. La greffe parle, pose des questions humaines plus profondes encore que les revendications déclarées et réclame tout simplement la vie. Ben, c'était en pleine grande tourmente, là. Et quand je vois ce que je disais, il y a une ouvrière qui l'a vraiment condensé quand elle a dit, au gré d'une interview d'un journaliste, tant que l'argent dominera le monde, hein, nous en manquerons. Et je crois que c'est ça la grande question. Elle existait ce jour-là, elle continue d'exister et dans une ampleur bien plus grande actuellement. Mais malheureusement, et j'espère provisoirement, c'est l'argent qui dirige, l'argent caché et l'argent visible, et ils n'ont aucune commisération, aucune. Ben, l'enjeu, c'était que M. Juppé veuille bien rentrer son projet destructeur, quoi. Et on a gagné. Enfin, quand je dis on, parce que je me mets dans ceux qui se battaient, mais ils ont gagné. Ce qui fait que c'est toujours possible. C'est complexe, mais c'est toujours possible. Nous devions débattre des profonds problèmes de banlieue. Après le Conseil des ministres exceptionnel de lundi, ce débat a été remplacé par l'examen d'une loi d'exception ultra-sécuritaire qui vise à enchaîner toute espèce de liberté en exagérant toute espèce de danger. Ça n'est pas l'ordre dans la République, c'est la République de l'ordre. Nous sommes contre votre loi. Vous ne déclarez pas la guerre à la pauvreté, mais aux pauvres. La banlieue mérite tout autre chose. Excusez-moi. Il y avait Sarkozy en face. Il était ministre de l'Intérieur. Il écoutait, mais après il est parti. Donc je n'ai pas eu de réponse venue de lui. Hein. Mais il était là, et il était là après avoir fait sa visite de la Courneuve et avoir parlé du Karcher. Et il était là après avoir fait sa visite à Argenteuil
et avoir parlé des racailles ou autre vocabulaire. C'est symptomatique. Quand la réaction veut taper, elle insulte le peuple dans sa diversité, voyez. D'ailleurs, on dit d'Aubervilliers que c'est une ville. Moi, je connais des gens de Paris qui ne viendraient pas en voiture à Aubervilliers en étant convaincus que leur voiture disparaîtrait pendant leur repas de famille. Quand on arrive à mettre dans la tête des gens de telles aberrations, et quand on injurie ainsi une population populaire, hein, vraiment la réplique doit être forte. Et je sais que là, je l'ai faite forte, et ça m'a touché de l'écouter à nouveau. Quand les propositions de l'adversaire sont polies, on peut discuter et se battre poliment. Mais quand les discussions ne sont plus possibles et qu'on se fait insulter, il y a un moment donné où le malaise est si grand qu'il y a des explosions qui se produisent. Je pense que c'est une potentialité qui existe dans ce pays. Et vraiment, ce débat-là est un débat de la dignité contre l'indignité. 7 janvier 2009, je dénonçais ici le fait que le président de la République est obligé, sa ministre de la Culture a obligé, M. de Carolis a obligé le conseil d'administration de la télévision publique à supprimer la publicité entre 20h et 6h dès le 5 janvier. La loi était ainsi appliquée, imposée, avant même que le Sénat en ait débattu. Le groupe CRC-SPG, devant cette pratique gouvernementale délinquante, déposa un recours au Conseil d'État pour excès de pouvoir. Hier, j'y étais, le Conseil d'État a tenu audience sur le fond et le rapporteur public a pointé la piètre gestion d'un dossier sensible mettant en cause l'avenir du service public de l'audiovisuel. Il a analysé les décisions litigieuses comme le reflet d'une mauvaise gouvernance. Il a estimé la demande d'annulation imparable et a donné droit aux sénateurs communistes. Là, on était contents, hein. Parce que dans le Conseil d'État, qui est un peu boursouflé, vous savez, du point de vue de l'architecture, je pars intérieure, et puis du point de vue de la façon dont il est procédé. Mais enfin, c'est aussi une forme de respect, hein. Et on s'est aperçu qu'en l'occurrence, ils ont respecté le respect. Et ça a servi, parce qu'on est bien obligé aujourd'hui de réfléchir à la chose suivante. Le grand éducateur que se veut le président Sarkozy avait donc décidé de nommer tout le monde, d'ailleurs il le fait, ça c'est scandaleux. Mais deuxièmement, comme la publicité était supprimée, eh bien il voulait que la régie publicitaire passe de la propriété du service public au secteur publicitaire privé, voyez. Et en appliquant la loi, alors que le Sénat n'en avait pas discuté. Mais après l'arrêt du Conseil d'État, quand les questions sont venues à l'ordre du jour, imaginez qu'il n'y ait pas eu cet arrêt. Patrick de Carolis n'aurait pas eu la majorité. Il a pu, parce qu'il s'appuyait sur ce texte-là. Et pensez aujourd'hui, si la régie avait été bradée, le déséquilibre financier, visible ou invisible, que connaît le service public de la radio-télévision française, hein, ben c'est bien plus grand. Donc, un petit arrêt du Conseil d'État, hein, et un grand résultat. Je vois Robert Badinter et Pierre Mauroy étaient là tout à l'heure, au gouvernement en 82. Mais je lis dans les journaux tous les jours combien le gouvernement actuel se dispute, comment dirais-je, invente des choses, recours à ceci, recours à cela. Mais si vous saviez la joie, tu peux en témoigner Robert, hein, la joie qu'on avait dans ce gouvernement quand on l'a voté, quand on l'a proposé le vote des 60 ans. Aussi bien à l'Assemblée nationale qu'ici, on est quelques-uns, on était sur le banc des ministres. Il y avait une opposition, mais elle n'osait pas frontalement nous attaquer parce qu'on parlait de la vie des hommes et des femmes qui font la richesse de ce pays. Et c'est cela ce soir qu'on brade, c'est ça ce soir qu'on détruit. Non mais c'est vrai, mais même pour l'argent. Ils disent qu'ils n'ont pas le sou. Mais à la Libération, quand la retraite a été, et la sécurité sociale a été instituée dans la forme qu'elle a et qui est menacée,
Il y avait le sou, il y avait une France beaucoup détruite, des misères incommensurables, et malgré ça, quand il y a volonté politique, on trouve les sous. Ils sont quelque part, n'est-ce pas? Ils sont quelque part. Et Badinter opinait du bonnet à chaque fois, parce que c'est vrai. Vous voyez, c'est vrai. J'ai aussi traité d'une autre question, ça n'est pas... J'ai fait 2 ou 3 interventions. C'est sur la notion du travail. Dans ce pays, on ne sait plus parler du travail. Vous voyez, on ne sait plus. Alors on compte, heureusement, mais c'est malheureux d'être obligé de compter des suicides. Mais s'il y a des suicides, c'est pas que les ouvriers ou les cadres, parce que ça va sur la totalité de l'éventail professionnel, sont malades. C'est le travail qui est malade. Parce qu'il est soumis à des managers, hein, à la recherche de l'excellence, comme on dit. C'est beau l'excellence, mais par quelle route on y va? La performance surtout qu'ils recherchent. Et là, vous voyez les gens blessés profondément. Et je pense à un philosophe, là, Legendre, il dit qu'un homme imagine comme il respire, voyez. Eh bien, actuellement, on respire mal au travail. Et la crainte que j'ai, moi, c'est que les gens croient que respirant mal au travail, ils vont mieux respirer dans le temps libre. Ben non, ça se transmet. C'est-à-dire que c'est la vie qui est mise en cause. L'acquisition des 113 pages de Robespierre est un achat vertueux. L'initiative de la Société des études robespierristes de lancer une souscription publique et le niveau des réponses indiquent l'ampleur citoyenne de cette démarche. Monsieur le ministre, ne laissez pas faire un outrage à ce bien commun, à ces documents si éclairants de notre histoire nationale. Il ne reste que 6 jours. Oui, moi, je suis un grand défenseur des idées révolutionnaires, mais cet homme me touche beaucoup. Alors, en vérité, ça remonte loin. Quand j'ai été au cours préparatoire à l'école, le maître, il avait fait autour de la salle, comme si ici, par exemple, un petit chemin historique. Et comme j'étais dans une école annexe, une école normale, on reste 3 ans dans la salle. Et en face de moi, il y avait le XVIIIe siècle et une petite vignette, Robespierre. Et en dessous, c'était marqué « l'incorruptible ». Et alors, j'étais tout petit. « Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire, incorruptible ?» C'est le premier mot politique que j'ai compris. Je le dois à l'instituteur, mais je ne l'oublierai jamais. Alors, c'est vrai que j'ai une affection pour Robespierre, vous le sentez. Mais par-delà ça, c'est le problème du patrimoine. Aragon, il avait une belle expression, se souvenir de l'avenir. Moi, j'ai jamais voulu tuer mon père, même si on ne pensait pas pareil. Le problème, c'est de ne pas sacraliser le passé. Mais on ne peut pas se passer du passé, à condition de ne pas oublier l'avenir. Mais le passé, vous y fait penser sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et l'avenir, quand il est beau, c'est qu'il se rappelle bien du passé. Il y a une espèce de dialectique humaine importante. Importante. Plus de doute, pour vous, ce médicament tue? Il y a malheureusement plus de doute en ce qui me concerne depuis longtemps. Depuis que j'ai vu les premiers cas extrêmement graves d'atteinte des valves du cœur, c'était en début 2008. Une pneumologue de Brest, un jeune avocat parisien, un député du Sud-Ouest. Comment se fait-il que dans notre pays de si graves carences du système de pharmacovigilance puisse aboutir une fois de plus à un drame sanitaire national? Ce documentaire exceptionnel raconte comment 3 personnages de l'ombre ont uni leurs forces pour dénoncer le Mediator et au final faire entendre la voix des victimes. Ils avaient enlevé le Mediator en 2007 comme c'était prévu. Là, vous n'auriez rien vu. Voilà, je serais passée à côté. L'affaire du Mediator, samedi à 22h, suivi d'un débat animé par Benoît Duquesne. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.